Mais au fond, comment ça marche? Parce que c'est bien joli de dire on va préparer les cerveaux humains, mais scientifiquement, comment fait-on? Marianne Escovitch, c'est le thème de notre dossier d'aujourd'hui. Voilà, et le premier cas que nous avons étudié, eh bien, c'est celui d'un cerveau suivant un jeu télévisé à suspense. C'est mon dernier mot. « 2 millions de francs en jeu. Dans quelle ville française Rouget de Lille a écrit la Marseillaise? Nous allons nous retrouver dans quelques petits instants. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Merci. Alors, Roland Jouvent, tous les cerveaux des téléspectateurs de TF1 se sont trouvés dans cette situation un jour ou l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là dans un cerveau qui ressemble en tout point à celui que vous avez devant vous? Qu'est-ce qui se passe? On demandera à l'anatomiste de détailler ce qui se passe dans le cerveau, mais au plan émotionnel, je crois que c'est un bon exemple de la préparation de quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle le plaisir préliminaire. Et où les choses montent tout doucement, pour arriver à une tension maximale, appelant une décharge. Et cette disponibilité maximale à quelque chose qui se produit est déplacée subitement sur un message publicitaire. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, le cerveau se trouve en état de disponibilité maximale. Je dirais le cerveau et le corps. Le cerveau et le corps. Vous êtes d'accord ? Oui, alors si vous voulez, ce qui se passe, il y a des mots déclencheurs et la séquence est extrêmement bien construite. Il y a Qui veut gagner des millions, donc il y a l'idée de millions d'euros qui met le cerveau dans un éveil de gains, de paris financiers, mais il y a le qui aussi. Et le qui s'adresse aux millions de cerveaux de téléspectateurs qui, par simulation ou par identification, se trouvent dans une certaine disposition d'esprit et de cerveau qu'on pourrait illustrer sur ce cerveau par le fait que vous avez une région du cerveau assez connue qui se trouve dans l'intimité du cerveau, dans la partie médiane, au centre, et qui est dédiée aux relations entre les émotions qui se trouvent dans le système limbique et toute la partie plus latérale du cerveau qui est appliquée dans l'intelligence, le jugement et la logique. Ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là, les cerveaux de millions de spectateurs, par simulation, se mettent dans une situation de prise de décision. Il a été montré en imagerie cérébrale que cette région du cerveau que région que vous allez remontrer, je voudrais qu'on la remonte. Alors, cette région du cerveau que je viens de vous indiquer, qui se trouve dans l'hémisphère droit, donc qui est plus enclin à l'aspect émotionnel de nos jugements, qui se trouve dans le centre du cerveau, donc proche de l'affectivité et de l'émotion, va, en étant fortement activé, colorer l'ensemble du cerveau, y compris le cortex préfrontal, qui est la partie impliquée dans la logique, le jugement dans notre intelligence, de telle sorte que tous les cerveaux des téléspectateurs vont se trouver en émoi. Et alors le comble, c'est de faire attendre juste avant le résultat du pari, ce qui veut dire qu'on peut s'imaginer que les cerveaux seront particulièrement, vous ne nous présentez pas la suite, mais seront particulièrement en attente d'une image ou d'une publicité d'apaisement. Et à ce moment-là, ça met évidemment non seulement... Parce que on sait qui va gagner des millions, c'est ceux qui sont sur le plateau. Oui. Mais par simulation-identification, ça met en émoi le cerveau de millions de spectateurs. Sébastien Moller. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que cette scène de suspense est un amorçage du plaisir. Parce que lors d'une scène de suspense, il y a dans le cœur du cerveau, une région peut-être encore plus enfouie qui s'appelle le système limbique, il y a des neurones qui commencent à décharger une substance qui s'appelle la dopamine, qui est une substance qui produit un plaisir, ou l'attente d'un plaisir. Et on l'a même montré chez des singes à qui on implantait des électrodes dans cette zone, des singes qui étaient habitués à recevoir une récompense du sucre ou du jus de pomme. Et quand ils étaient dans des situations d'incertitude, exactement comme le spectateur se trouve dans cette émission, les neurones à dopamine commençaient à décharger, en anticipation. Et ces neurones déchargent... Qu'est-ce qu'elle fait, cette dopamine? Elle crée l'attente du plaisir dans une situation d'incertitude maximale, exactement comme ici. On attend un plaisir, on ne sait pas si on va l'avoir. Et moins on sait, plus ça décharge. Et à ce moment-là, tout est préparé pour que la récompense arrive. Si la récompense arrive, c'est fantastique. Sinon, c'est le drame. Non, mais alors, attendez, parce qu'on pourrait aussi imaginer le scénario inverse. On pourrait imaginer qu'on soit tellement pressé d'avoir la réponse à la question « Qui veut gagner des millions ?» que le cerveau ne soit absolument plus réceptif à la pub et zappe la pub dans l'impatience d'avoir sa récompense. Ce qui se passe, c'est que le spectateur a de toute façon été plongé dans un état de stimulation. Et ça aide à la mémorisation de ce qui suit.
Donc ça a été démontré. Et puis ce que vous dites, c'est quand même vrai, c'est qu'il peut y avoir une frustration parce qu'on n'a pas ce qu'on attend. Mais il y a un phénomène qui s'appelle l'amorçage émotionnel, qui fait qu'une fois qu'on a suivi ce suspense, on est dans une logique émotionnelle, on n'est pas dans une logique de réflexion. Donc ce qu'on veut, c'est de l'émotion, on est sur un plan émotionnel. Si ensuite on nous montre une pub, je sais pas, une pub pour une crème glacée par exemple, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, eh ben, on va l'analyser sous l'angle du plaisir. Alors que si avant on avait eu un reportage qui stimule les fonctions un petit peu cognitives, élaborées, réflexion, esprit critique, ou un reportage sur l'obésité, on serait branché obésité, on serait branché critique. Là, voilà, on est c'est sûr ça. qu'on n'est pas branché là-dessus. Voilà, on est branché plaisir. Voilà. Donc tous les spots qui suivent vont être analysés sous l'angle du plaisir. Alors c'est très très intéressant. Alors il y a des situations, Maya, qui sont totalement presque aux antipodes de la dopamine et de l'univers du plaisir que vous avez décrit. Et ça se produit à peu près tous les soirs à 20h sur les grandes chaînes. Voilà, c'est pendant le journal télévisé. Notre cerveau est soumis à très rude épreuve. Illustration sur France 2 avec le 20h du 8 septembre dernier qui était pour le moins anxiogène. En Irak, la plupart des associations humanitaires fuient le pays au lendemain de l'enlèvement de 2 Italiennes. Après le carnage de Beslan, les services secrets russes désignent les chefs indépendantistes tchétchènes et offrent 10 millions de dollars pour leur capture. Une vidéo tournée par les agresseurs eux-mêmes montre à quel point l'école avait été truffée d'explosifs. En France, le coup d'envoi des consultations sur le service minimum au ministère des Transports, sujet explosif. Des incidents à Évreux après la mort d'un enfant de 4 ans. Il a été percuté par un motard de 16 ans qui circulait sur une moto volée. Les habitants, la famille, dénoncent l'abandon et le laisser-faire dans le quartier. Donc voilà, le téléspectateur a donc droit à une succession d'images toutes plus déprimantes les unes que les autres, du genre à couper toute envie de consommer. Mais vous allez voir qu'à un moment, vers la fin du journal, le visage de notre ami David Pujadas se détend. Et voilà que le téléspectateur déprimé commence enfin à voir le bout du tunnel avec des sujets sur les choux-fleurs, de belles images des spectacles son et lumière à Versailles. Et pour réamorcer la sécrétion de dopamine, donc des images de fin ultra réjouissante. On se quitte sur ces images pour prolonger le plaisir de l'été. Images estivales tournées aujourd'hui en Normandie à Ouistreham. Température extérieure 26 degrés. Température de l'eau 18 à 20 degrés. Un parfum encore de vacances. À demain. Voilà, vous parliez de crème glacée tout à l'heure. Donc, en fin de journal, image de plaisir. Le mot plaisir, d'ailleurs, dans la bouche du présentateur. Alors, pourquoi tous les journaux télévisés sont-ils construits de cette manière-là? Est-ce que ça a à voir avec le phénomène d'amorçage dont vous nous parliez? Tout à fait, parce que terminer un journal télévisé sur des images qui créent de la peur, de l'angoisse, ça active des zones du cerveau qui sont spécialisées dans la perception de la peur. Et ces zones continuent à fonctionner. Donc, si à ce moment-là, ces zones fonctionnent pendant le passage du spot publicitaire, le spot publicitaire va être associé avec une sensation déplaisante. Donc, c'est certainement quelque chose à éviter. Est-ce qu'il y a effectivement des zones du cerveau spécialisées dans la réception de la peur? Est-ce qu'on a localisé ça? Il y a une mise en scène globale avec un acmé et une détente. Et moi, je serais assez sensible en plus à l'idée qu'après l'acmé, dans la construction dramaturgique, il y a forcément un relâchement. Et la plage, oui, c'est une invitation. Bien sûr, c'est le plaisir. C'est pas de la dopamine, c'est de l'invitation à engranger des cartes postales pour plus tard. Mais est-ce que chaque émotion a sa zone? Est-ce qu'il y a une zone du plaisir? Est-ce qu'il y a une zone de la peur? Est-ce qu'on a localisé ça? Bon, je dirais que votre question n'est pas réellement intéressante dans la Merci. mesure... Merci, voilà, il y avait- Voilà, j'ai créé un choc émotionnel sur le plateau. Oui. Dans la mesure où il faut... Tout est très détendu. Ça, c'est de l'amorçage Et négatif. je pense que les programmateurs d'émissions de télé ont parfaitement compris que la question n'était pas exactement quelle zone, pourquoi, c'est la question des connexions, de la connectique qui est importante. Et ils savent qu'en mobilisant des zones limbiques, où bien sûr il y a les émotions primaires qui sont codifiées, c'est pas éveiller l'émotion en tant que telle qui compte, c'est la coloration qu'une certaine émotion peut donner au processus de prise de décision et de jugement. Et je pense que ce qui est important dans votre séquence de journal, et qui est quasiment universel à tous les journaux télévisés, c'est un jeu de contraste entre peur et plaisir, avec quand même, vous l'avez bien montré, les 3/4 consacrés à la peur et au plaisir. Donc il n'est pas seulement mis dans un amorçage positif de plaisir, il y a le souvenir très fort en mémoire du fait qu'on peut retomber dans la peur qui est quand même flagrante. Il n'empêche que les rédactions des journaux sont quand même conscientes de ce phénomène, puisque je crois que vous m'aviez dit quand on préparait l'émission que pendant le 11 septembre, les annonceurs américains avaient renoncé à diffuser leurs spots entre les journaux parce qu'aux États-Unis, les JT sont coupés par des spots de pub
c'était ça? Oui, ça a été surtout constaté aussi pendant la première guerre du Golfe, où il y avait des informations qui étaient submergées de scènes de combat, le problème avec un gros investissement de l'armée. Et il y a beaucoup d'annonceurs qui ont décidé de retirer leur spot, effectivement. Ah oui, voilà, parce qu'effectivement, là, en ayant constaté, j'imagine que ça ne pouvait rigoureusement pas se mélanger au suivi en direct du 11 septembre. Et je pense qu'ils avaient suivi les travaux de psychologues qui avaient effectivement démontré qu'avant un spot publicitaire, une scène de violence qui amorce le cerveau, parce qu'il y a quand même des représentations mentales dans le cerveau, des champs sémantiques, ça s'appelle, c'est des ensembles de mots qui nous conditionnent à penser d'une certaine façon dans les secondes et les minutes qui suivent. Donc voir une scène avec des explosions, ça amorce tout un champ lexical, ça amorce des mots, explosion, attentat, danger, mort. Et si ensuite on a une publicité pour un produit qui doit être jugé sous l'angle de la sécurité, alors je ne sais pas ce que ça peut être, une voiture par exemple, eh bien la voiture sera jugée sous l'angle critique en se disant est-ce qu'elle est sûre, est-ce que je vais me faire mal avec, est-ce que je vais avoir un accident avec. Donc ça c'est des processus complètement inconscients et la connectique effectivement fonctionne de façon largement inconsciente, c'est-à-dire que ces représentations mentales interagissent à notre insu. Alors, simplement, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des émotions et de la manière dont notre cerveau réagit aux émotions. Alors, notre cerveau, théoriquement, il est aussi censé être porteur de connaissances, d'informations non émotionnelles ou non purement émotionnelles, je ne sais pas très bien comment on peut dire. Et là aussi, un cas particulier, Maya. Voilà, c'était Capital. Dimanche dernier, alors confortablement installé sur votre sofa, on vous imagine, vous et votre cerveau, vous vous apprêtez à regarder votre émission favori, mais avant il y a la pub. Et ce soir-là, avant Capital, eh bien, votre cerveau a eu droit à pas moins de 3 spots de pub pour Philips. Alors ils ne se suivaient pas, mais dans chacun d'entre eux, l'accent était mis sur les avancées technologiques de la marque avec des ampoules basse consommation, des rasoirs électriques qui vont sous l'eau et des appareils d'échographie en 3 dimensions. Alors l'avant-dernier spot de l'écran, c'était cette pub. Cette fois, c'était pour l'opérateur câblé TPS. On pouvait voir une belle famille dans son salon profiter de toutes les chaînes sur un bel écran plat. Alors, votre cerveau et vous, vous êtes toujours là quand arrive enfin l'émission. Et ce soir-là, eh bien, Capital avait choisi de s'intéresser à un objet très tendance qui envahit les salons. Bonsoir. Je vous propose d'abord d'imaginer ce que serait de regarder notre émission, regarder Capital, non pas sur votre téléviseur classique, votre téléviseur à tube cathodique, mais sur un grand écran, un écran plat comme celui-ci, installé sur le mur de votre salon comme un immense tableau. L'écran plat, c'est le produit à la mode aujourd'hui pour la maison. En même temps, il est encore très cher. Nous verrons d'ailleurs dans cette émission pourquoi il est si coûteux. Donc pour nous parler des écrans plats, eh bien l'équipe de Capital se rend dans des magasins où on trouve plein d'écrans plus plats les uns que les autres. Voilà, qu'est-ce qui se passe à cet instant-là? Le cerveau, il a reçu d'abord les messages de publicité, de 3 spots de la même marque. Ensuite, il reçoit ces images d'exposition d'écran plat. Comment il gère toutes ces informations? Alors ça, c'est un travail de psychologie qui a été réalisé il y a une dizaine d'années par un professeur coréen à Séoul, qui a fait une expérience très simple. Il a placé un spot publicitaire, c'était pour de la bière, c'est pas des écrans plats. Et puis avant, il y avait une émission où apparaissaient des gens qui buvaient de la bière. Et puis il a aussi fait le montage inverse, c'est qu'il a mis l'émission où les gens buvaient de la bière après. Et il s'est rendu compte que quand l'émission était placée après, c'est-à-dire quand le spectateur revoyait de la bière, il prenait plus souvent la décision d'acheter de la bière qu'il y avait eu dans la pub. Donc au moment où il avait vu l'émission qui contenait de la bière, il y avait eu des représentations mentales qui avaient été réactivées. Donc il y avait la mémoire de la bière qui a été consolidée. Ici, c'est ce qui se passe avec les écrans plats. On a vu des publicités pour des marques d'écrans plats. Astucieusement, l'émission ne mentionne pas les marques, ou peut-être par déontologie aussi. Mais en tout cas, le fait de revoir un écran plat, on se souvient, ou alors on ne sait pas qu'on se souvient, mais on s'en souvient quand même qu'il y a eu une publicité pour des écrans plats. Alors ce qui est quand même assez intéressant, c'est que si le programme avait été avant, ça aurait en fait nuit aux ventes. Ça a été démontré. Si le programme sur les écrans plats est avant la pub, mais les gens achètent moins. Oui, mais alors là, ils ne le savent pas forcément, Maya, parce qu'on a regardé aussi les pubs d'après. Les pubs d'après, et Philips, effectivement, a encore commandé un peu d'espace pour mettre des pubs pour des écrans plats. Et donc là, si j'avais bien compris ce que vous m'aviez dit, on arrive à saturation. Donc on n'en peut plus des écrans plats, on voit la pub pour écran plat et stop, on n'en peut plus. Donc les spots d'après-émission sont contre-productifs, c'est bien ça? Les spots d'après-émission, oui. Sur la discussion qu'on est en train d'avoir sur cet arrêt sur image, c'est que tout à l'heure on a parlé d'inconscient. Alors il est vrai qu'au départ,
au cœur de la publicité, ce qui a été fait, c'est plutôt de la perception subliminale. Ce qui me frappe dans ce qu'on analyse là, c'est que c'est même plus subliminal. Je veux dire, ça saute aux yeux qu'on voit le même écran entre les pubs et l'émission suivante. Donc je me dis à quel niveau de peu de conscience et de peu de lucidité est tombé le téléspectateur, ou imagine-t-on qu'il est tombé, pour ne même plus faire du subliminal. Alors, autre moyen de préparer le cerveau, Maya, le laisser dans un univers homogène. Cette petite bête-là aime bien rester dans un univers homogène. Voilà, alors il faut faire en sorte que certains codes se retrouvent partout. Alors pour cela, on peut utiliser par exemple la couleur. Et il faut dire que la chaîne la plus homogène au niveau des couleurs, c'est incontestablement TF1. Alors si je vous demande à quelle couleur vous associez TF1, vous me répondez le bleu. Voilà, parce que sur TF1, tout est bleu. Pas une émission ne déroge à la règle. Alors ça commence par la météo, mais là c'est plutôt normal, mais aussi les décors et les génériques des journaux télévisés, les magazines d'information comme 7 à 8 le dimanche ou Le Droit de Savoir, mais également les émissions de divertissement du genre La Méthode Coé, avec là aussi une petite touche dorée, ou encore Confessions intimes. Alors donc du bleu, on l'a vu pratiquement partout, et du bleu jusque dans les écrans de publicité, parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais entre chaque spot de pub, il y a une séparation, un écran d'environ 1 seconde de rien. Alors, dans le cas de France 2, France 3 et France 5, ce rien est blanc. Regardez bien, fin de spot, blanc, début de spot. Alors sur Canal+ et M6, le rien est noir. Fin de spot, noir, début de spot. Et sur TF1, devinez quoi? Eh bien, le rien est bleu. Fin de spot, bleu, début de spot. Voilà, donc c'est vrai, quand on fait attention, on se rend compte qu'un bon nombre de logos de marques utilisent le bleu, ce qui fait qu'on a parfois du mal à distinguer la pub des programmes, les programmes de la pub. Regardez par exemple ce que ça donne avant la Star Academy. Le dernier spot, le bleu, le générique de la pub. On arrive finalement à la Star Academy, là le défilé des sponsors, ils sont tous bleus, à l'exception de cette marque de parfum qui est noir et blanc. Elle n'a pas dû bien comprendre comment il fallait faire. Après, on en arrive donc à cette marque de chewing-gum. Le t-shirt du jeune homme est bleu, le logo aussi. Après, c'est cette pub pour un opérateur téléphonique dont le logo est bleu, bleu clair, avec un peu d'orange. Après, c'est cette marque de cosmétiques qui, elle aussi, est bien bleutée. Et pour finir, le logo de cette maison de production. Là aussi, c'est bien bleu. On en arrive à la Starac. Alors la Starac, c'est orange, enfin il y a des couleurs chaudes, mais pendant l'émission, on use et on abuse de lumière bleutée. Voilà. Alors sur la deuxième marche du podium, il y a quand même le orange, hein, il faut bien le dire. Chez TF1, ouais. Ça se marie pas mal. Dans les couleurs de TF1. Mais alors, il faut juste dire que si les marques choisissent le bleu, c'est pas parce que TF1 est bleu, c'est parce que la couleur préférée de la majorité des gens dans le monde, c'est le bleu. Comme sur ce plateau. Comme sur ce plateau, oui, enfin ça se discute, hein, on pourrait faire des statistiques. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'effectivement, le cerveau est plus disponible quand il est plongé dans une ambiance homogène entre les pubs, les génériques, les émissions? Nous sommes des êtres qui aimons la nouveauté, l'imprévu, et en avons peur à la fois. Et donc, je trouve que ce qui est très subtil dans l'exemple, c'est, et pour le noir et blanc, j'aimerais bien qu'on le repasse, c'est d'installer dans un confort perceptif de niveau simple, comme la couleur, une familiarité. Il y a aussi d'autres intérêts pour la répétition et la labellisation de TF1. Mais on baigne dans le bleu et tout d'un coup, mais à force de baigner dans le bleu, on s'ennuie. Et paf, on met du noir et blanc. Je trouve ça très très subtil parce qu'elle est effectivement, ils n'ont pas compris au premier degré, mais c'est très subtil de commencer par une rupture avec ce bleu lancinant. Non, alors ça c'est très intéressant. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Est-ce que le cerveau va mieux enregistrer, être plus réceptif à la seule tache de noir et blanc dans cet océan bleu? Comment ça se passe? Il est sensible à la nouveauté. Et là, on l'a installé dans un contexte, une blue full. Ça a été utilisé dans les publicités à destination des enfants. Quoi, dans l'unité de couleur? Juste non, la capacité de mettre de la nouveauté. Les enfants aiment les dessins animés. Ils sont très sensibles aux spots publicitaires en dessin animé. Mais on a constaté que quand le spot publicitaire était inséré dans un programme de dessin animé, ils sont plus sensibles à des spots qui ne sont pas en dessin animé. Ah, voilà. Donc ils ont été réveillés au milieu de leur dessin animé
par quelque chose qui a frappé leur désir de nouveauté quelque part et ça fonctionne.